Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre émission dominicale Zone Franche. La campagne électorale bat son plein, rassurez-vous. Il ne s'agit point d'élections présidentielles, on n'en est pas encore là, mais plutôt des élections professionnelles. Les centrales syndicales sont en compétition pour la désignation de la ou des centrales les plus représentatives du Bénin. La campagne électorale est déjà en cours sur le terrain. La mobilisation des travailleurs se déroule. On en parlera ce matin avec un des compétiteurs. Il s'agit de Noël Chadaré. Il est le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, la COSI Bénin. Avec lui, nous parlerons également des sujets d'actualité. Le chef de l'État est en tournée nationale de reddition de comptes. Patrice Talon s'est exprimé, il a beaucoup parlé en tout cas, et il s'est exprimé sur le plan social de son action à la tête du Bénin. On en parlera ce matin avec Noël Chadaré. SG Noël Chadaré, bonjour, et merci d'être sur ce plateau. Oui, bonjour André, c'est un plaisir pour moi, d'être un plaisir. Le plaisir, il est toujours renouvelé, en tout cas quand c'est avec vous, Eman Aniambous m'accompagne ce matin. Tanguy Agoy était en congé, Eman, bonjour. Bonjour André Doussa, Chadaré Noël, bonjour. Bonjour Eman. Bienvenue sur le plateau. Merci. Ça fait longtemps qu'on entend les professionnels. Oui. Enfin, c'est là. Oui, enfin c'est là. Je salue d'abord au passage ceux qui nous suivent ce matin, les téléspectateurs qui sont calés sur cette émission tous les dimanches. Ce que je peux dire, c'est qu'on attendait ces élections depuis. Les dernières en date remontent à 2006. 2006, c'est première édition en 2001, deuxième édition en 2006. Le mandat, ça fait 4 ans, mandat de représentativité, c'est 4 ans. Donc on devait, depuis 2010, faire des élections. On les a annoncées chaque fois. Mais on n'a jamais eu ces élections. Les centrales représentatives ont eu 2 mandats de façon... de façon tacite. À la manière Babou en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi en 14 ans on n'a pas pu organiser ces élections? Je dois vous dire que ce n'est pas la faute aux centrales et confédérations syndicales. Les organisateurs, c'est l'État. L'organisateur, il faut une volonté politique affichée. Si l'État le fait, c'est à l'État d'organiser. Mais si l'État ne trouve pas peut-être son compte ou a fait certains calculs, décide de ne pas faire les élections, ils ne feront pas. Moi, j'étais déjà, pour ma confédération, j'ai voulu les élections depuis un certain temps. Je les préparais depuis. Et même, malheureusement, on n'a jamais eu ces élections. Les centrales, vous avez réussi à faire plier le gouvernement sur un certain nombre de sujets, sur des revendications. Mais pourquoi sur ce plan précisément, votre action n'a pas porté? Non, toutes les confédérations voulaient les élections. Personne n'a voulu, enfin, de façon, tout le monde, n'est-ce pas, de façon ouverte, chacun dit, il faut aller aux élections, il faut aller aux élections. Donc, on n'en a vraiment pas les moyens et que on n'est pas vraiment représentatif. On ne pourra pas dire que ce n'est pas les centrales qui ont fait de la réticence, c'est le pouvoir qui n'a pas décidé véritablement de faire les élections. Est-ce que vous avez pensé aussi la situation vous arrangeait aussi, vous, au niveau des centrales? Moi, ça ne m'arrangeait pas en tant que confédération. La COSI Bénin, ça ne m'arrangeait pas. Ouais. Donc, nous, on souhaitait qu'il y ait les élections. Et parce que il y a eu des élections en 2006, et 2006 à 2020, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Et des centrales qui étaient peut-être dernières ont sûrement fait des efforts, ont avancé. Certaines centrales qui peut-être se trouvent au sommet, n'est-ce pas, représentatives aussi, ont fait encore d'autres efforts. Donc si on fait des élections, peuvent être encore plus fortes. Celles qui étaient moins fortes peuvent devenir plus fortes parce que le temps passé, personne n'a stagné. Peut-être aussi que des gens ont posé des actes qui pourraient les amener vers la régression. Donc il fallait voir un peu la représentativité de 2006 n'est pas les réalités de 2006 ne sont pas les réalités de 2020, 2018, 2015. Les choses ont changé et c'est le baromètre, c'est les élections. Le baromètre pour voir qui est représentatif, quel est le nouveau visage sur le plan syndical en termes de représentativité, c'est les élections. Et bien on ne les a pas organisées depuis. Maintenant le pouvoir a décidé de les organiser. Mais on attend, je crois que des actes ont été posés qui montrent qu'on est dans la direction
de l'organisation de ces élections, effectivement. Attendons de voir si encore, est-ce que la montagne n'accouchera pas d'une souris, parce que par le passé, ça s'est passé comme ça, on a annoncé, on s'est battu, on a fait une débauche d'énergie, débauche financière, et ça n'a pas donné, ça n'a pas été réalisé. Alors, quand on parle d'élection professionnelle, pour le citoyen lambda, qu'est-ce que c'est? Oui, élection pour déterminer la représentativité des confédérations et centrales syndicales. La représentativité, parce qu'il faut que... il y a plusieurs centrales. Il y a plusieurs syndicats aussi de base. Ces organisations se font aussi pour les syndicats de base. Et le pouvoir, vu qu'il y a un certain nombre, ne pourra pas parler avec tout le monde. Donc il faut déterminer celle qui est représentative. Et c'est l'élément, le baromètre, c'est tout simplement les élections. Et ici, on demande ce qui est le taux pour être représentatif. Il faut 20%, n'est-ce pas, des suffrages exprimés le jour du vote. Si vous avez 20%, on est passé de 2006. En 2006, où c'était 15% pour être représentatif. Le pouvoir du président Talon a décidé de passer à 20%. Quand bien même, de façon tripartite, le comité préparatoire avait suggéré, tripartite, quand je dis tripartite, il y avait un comité qui avait été mis sur pied pour préparer les textes et faire des suggestions. Ce comité-là, le comité tripartite, le pouvoir, le patronat et les syndicats avaient suggéré 10%. Bon, contre et envers tous, le gouvernement a décidé que ce soit 20%. Et donc, le challenge est relevé. C'est un défi très important. Mais bon, les centrales syndicales, tout le monde est déjà commencé par ouvrir ses armes pour le combat. Cette organisation syndicale, enfin centrale syndicale, elles ne sont pas nombreuses. Pourquoi faut-il forcément désigner les plus représentatives, et notamment passer par les élections, quand on sait de façon globale les centrales les plus visibles, celles qui sont vraiment actives sur le terrain? Mais on peut penser, on peut voir, on peut préjuger de la visibilité, de l'activisme des centrales syndicales, des confédérations, mais rien ne prouve que c'est le meilleur. C'est elles qui ont plus d'audience auprès des travailleurs. Rien ne le prouve. C'est l'élément qui permet de prouver cela, de justifier, c'est les élections. Et ça se passe dans tous les pays, c'est comme ça. Il faut faire des élections pour savoir qui est représentatif et qui ne l'est pas. Donc, c'est à ce que là, si vous procédez autrement, on dirait que vous avez fait du favoritisme. C'est le vôtre qui dit, voilà, celui avec qui ou ceux avec qui le gouvernement va parler, le patron va parler, et donc ceux qui ne sont pas représentatifs ne seront pas appelés, n'est-ce pas, autour de la table de négociation, ne siégeront pas dans les instances de négociation. Les sont aussi exiguës pour ne pas pouvoir contenir tout le monde. On allait chercher c'est comme ça que les choses se font un peu partout. Même si ici au Bénin, on a monté à 20%, alors que dans d'autres pays, on a 8%. En France, même 5% au Niger, 10% au Sénégal. Ici, on est passé de 15% à 20%. Mais on va se battre pour... C'est un gros challenge. C'est un gros challenge. On va se battre pour pouvoir être représentatif. Vous allez vous battre et on observe que vous avez déjà commencé à vous battre. Vous êtes sur le terrain. Beaucoup d'autres centrales également sont à pied d'œuvre pour mobiliser les travailleurs. Comment se déroule cette campagne électorale? D'abord, est-ce qu'on va appeler ça campagne électorale? Est-ce que les thèses qui régissent les élections professionnelles admettent effectivement qu'il y a une campagne électorale? Les textes l'admettent. Mais actuellement, ce n'est pas encore une campagne. On va dire, on est en phase de pré-campagne électorale. D'accord. Pré-campagne parce que il faut, quand on nous a annoncé qu'il y aura des élections, et une date avait été annoncée, ce n'est pas évident que cette date soit annoncée, soit tenue plutôt. Mais à partir de cette information, chacun, c'est le branle-bas sur le terrain. Le branle-bas, chacun dans tous les sens, pour, n'est-ce pas, alerter, mettre n'est-ce pas, en état d'alerte maximale ces différentes bases dans les 12 départements. Vous avez une confédération centrale, quand je parle de la mienne, la COSI Bénin, est dans les 12 départements. Et donc il faut aller expliquer les tenants et les aboutissants, pourquoi les élections, les enjeux, n'est-ce pas, des élections, donc les conséquences si on ne se retrouve pas si on n'a pas les 20%, il faut mettre tout le monde en état d'alerte maximale et booster tout le monde pour que chacun installer les structures dans tous les départements pour que bien les gens
soit au moment venu, on dit la campagne démarre et que nous puissions ne pas traîner et aller carrément battre la campagne, ce qui doit normalement durer 2 semaines. Donc, ce qui se fait actuellement, c'est la prise de contact sur le terrain, c'est un peu, on va dire, un échauffement. C'est l'échauffement, si on peut parler comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Et tout le monde va dans tous les sens. Quand on parle d'élection professionnelle, c'est d'abord le e-vote. Mais qu'est-ce que vous faites pour que les élections se tiennent effectivement à une date? Parce qu'on a vu un changement de date, on ne comprend pas. Quelle garantie avez-vous que les élections pourront se tenir avant la fin de cette année? Bon, on a une date. C'est une date qu'on annonce, mais qui n'est pas forcément, c'est pas une date butoir. Parce que pour qu'il y ait une élection crédible, sincère, il faut que tout soit fait avec, n'est-ce pas, avec dextérité, avec une précision chirurgicale. Les choses doivent être claires, nettes et bien faites. Donc là, ça commence par l'établissement des listes électorales. Et nous l'avons commencé, je crois. Nous sommes dans le comité électoral national, les confédérations centrales syndicales. Là, vous avez un comité tripartite. Le patronat est dans le comité, le gouvernement aussi est représenté. Le président est M. Zanou Pierre, qui est conseiller technique de Madame la ministre de la fonction publique. Donc, on a installé, le comité s'est installé, s'est donné des textes, s'est doté de textes, et ensuite a commencé par préparer l'établissement des listes électorales. Donc des communiqués ont été envoyés sur les chaînes, et aussi des correspondances dans les différentes directions, des directions concernées qui doivent faire venir les listes électorales de les établissements. Parce que je dois dire que je dois voter ceux qui sont dans le secteur public, tous les agents du secteur public. Justement, j'allais vous demander, c'est qui le corps électoral composé de qui? Voilà, tous les agents du secteur public et aussi tous les agents du secteur privé formel. Privé formel, c'est-à-dire ceux qui sont déclarés à la CNSS. Et donc, qui ont une immatriculation. Donc, voilà un peu. Et on attend les listes qui doivent être convoyées vers le ministère de la fonction publique. Et après cela, il faut afficher les listes provisoires pour qu'on voit s'il n'y a pas des erreurs, s'il n'y a pas des intrus, s'il n'y a pas des gens, on a gonflé les listes, etc. Et on est en état de vigilance permanente. État de vigilance. Ça dit quoi, l'air? Et après avoir apuré ces listes, après la réalité politique peut aussi se retrouver sur ce terrain-là, c'est-à-dire les vices, en guillemets, qu'on observe chez les acteurs politiques. Vous n'avez pas de gonflage de listes, de tripatouillage. On reste vigilant pour que cela ne se fasse pas. Ça peut se faire. Ça peut se faire, des gens peuvent être peut-être morts déjà, décédés, et vous les voyez sur les listes, ça peut arriver. Il y a des erreurs qui peuvent se glisser. Je ne présume pas que ce qui va nous être envoyé va être truffé de manipulation pour faire des choses qui ne sont pas catholiques, encore moins musulmans. Je dis qu'il faut rester vigilant, et quand on va afficher les listes provisoires, elles seront affichées après les listes, après il faut vérifier, et puis on va vers les listes définitives. Quand il y a les listes définitives, eh bien, il y a la société qui a à charge de, ceux qui ont à charge de faire le vote électronique, vont faire la suite. Alors, vous dites que les travailleurs du secteur privé sont également concernés, en tout cas le secteur privé formel. Oui. Mais formel ou pas, on sait que de façon générale, chez nous, dans le privé, le syndicalisme n'est pas vraiment une réalité. Très peu d'entreprises privées ont des organisations syndicales en leur sein. Comment vous allez faire? Comment identifie-t-on ces électeurs? Comment est-ce qu'ils arrivent à voter? Oui, il y a un communiqué qui a été envoyé par Madame la ministre de la fonction publique, qui demande à toutes les structures, les sociétés, toutes les structures privées, de faire acheminer, n'est-ce pas, en direction du ministère de la fonction publique, les listes. Le critère, c'est simplement qu'il faut avoir, n'est-ce pas, déclaré les travailleurs qu'on a au niveau de la CNSS. Si c'est fait, bien, ces travailleurs ont le droit d'exprimer le vote, même s'il n'y a pas de syndicat. Parce que les confédérations centrales syndicales qui seront déclarées représentatives parleront aussi bien des travailleurs du secteur privé que du secteur public. Et donc, il faut déterminer la représentativité dans le secteur public. Quelles sont les centrales les plus représentatives dans le secteur privé, dans le secteur public, les centrales les plus représentatives, et faire aussi la somme pour voir, quand on fait la somme privé-public, les centrales les plus représentatives. Donc,
même quand vous êtes du privé, pourvu que vous ayez, n'est-ce pas, vous avez été déclaré à la CNSS, vous avez une immatriculation. Si vous, dans le délai requis, la liste parvient, n'est-ce pas, au niveau du ministère de la fonction publique, bien naturellement que vous êtes aussi un électeur. Alors, comment la COSI Bénin prépare-t-elle cette élection alors qu'il y a un creuset qui a été formé, composé des centrales syndicales, en face de vous il y a la CSTB, comment ça se passe sur le terrain? Non, chacun, n'est-ce pas, fourbit ses armes, comme je l'ai dit tantôt, chacun sur le terrain. La COSI Bénin, vous savez, nous on est une confédération qui est dans un certain registre, où on n'est pas en guerre, une confédération qui n'est pas dans l'extrémisme, une confédération qui n'est pas aussi, qui ne s'aplatit pas devant un pouvoir aussi, qui ne s'aplatit pas devant un pouvoir, qui n'est pas aussi extrémiste. Et ça a été toujours comme ça. Mes prédécesseurs, José de Souza et Kaka Igleler, on utilise cette ligne où nous sommes nous privilégions beaucoup plus le dialogue, même s'il y a des moments où il faut taper du poing sur la table, il faut taper du poing sur la table, mais pas à tout moment. Donc nous sommes dans cette logique et sur le terrain, les nôtres, n'est-ce pas, on va vers les nôtres, on sensibilise, on mobilise, sans porter atteinte aux autres, sans critiquer les autres, sans dénoncer les autres, sans dire quoi que ce soit, parce que nous avons un bilan. Nous avons fait des choses sur le terrain et c'est cela que nous, n'est-ce pas, nous allons vendre le moment venu, quand la campagne va n'est-ce pas, être déclarée. Nous allons dire ce que nous faisons. Ce COSI Bénin était, quand j'ai pris la COSI en 2012, on était à 39 syndicats. Aujourd'hui, nous sommes à 130 syndicats. Et donc, et puis, de gros syndicats sont venus à la COSI. C'est pour ça que je disais que les choses ont changé. La COSI de dernières élections de 2006 n'est pas la COSI d'aujourd'hui. Elle a grandi, elle fait des choses. On connaît beaucoup de syndicats qui se sont affiliés à la COSI. On sait que c'est vrai que depuis 14 ans, on n'a pas organisé les élections professionnelles, mais il y a eu des tentatives qui n'ont pas abouti. Et on observe que lorsque les élections professionnelles sont annoncées, les organisations syndicales créent beaucoup de syndicats dans des entreprises, dans des structures publiques. Combien en avez-vous déjà créé déjà dans la perspective des prochaines élections? Non, nous n'en avons pas créé. Je dois le dire. Nous n'en avons pas créé. Nous nous préparions depuis. Et on sait qu'un jour, il y aura les élections. Et donc, il faut se préparer à sortir de cette situation dans laquelle nous sommes, qui n'était pas bien pour nous. Passer de 39 à plus de 100 syndicats. Donc on n'en a pas créé, je dois vous dire. Depuis 4 mois, 5 mois, on n'a pas créé. Qu'est-ce que la COSI a pu offrir et proposer pour trouver grâce aux yeux de ces nombreux syndicats qui sont venus s'affilier? C'est peut-être le leadership de la COSI. La COSI fait du concret sur le terrain. La COSI, il y a une démocratie syndicale. À la COSI, on ne fait pas. Je suis le chef, je suis le secrétaire général de la Confédération, mais je suis seulement le premier des égaux. Je n'ai pas à m'imposer. Il y a, n'est-ce pas, la démocratie. Il y a une gestion qui est appréciée, une gouvernance appréciée. Donc, c'est ça qui rend visible la Confédération et les actes que nous posons sur le terrain. Je vous ai dit, on privilégie le dialogue parce qu'on entend souvent dire les syndicats, mais ils ne font plus rien aujourd'hui, on ne les entend pas, qu'est-ce qu'ils font? Nous existons. Et nous utilisons, nous faisons du réalisme syndical en utilisant les voies que nous avons aujourd'hui. Le lobbying, le dialogue. Et c'est un peu ce qui nous caractérise, c'est le credo de la COSI, c'est le dialogue social. Le credo, c'est le dialogue social constructif. Donc nous utilisons cela pour faire, pour gagner des choses pour les travailleurs. Nous faisons aussi des choses en direction des autres travailleurs du secteur privé informel. Je dois vous dire parce que le travailleur n'est pas que celui qui est fonctionnaire. Et à l'endroit aussi de ceux-là, nous faisons quelque chose, nous faisons beaucoup de choses. Les jeunes qui sont sortis aujourd'hui, le Bénin, il y a un défi, c'est l'employabilité. Les jeunes, le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes, la COSI prend sa part. La COSI prend votre mission, votre activité de la COSI. Je voudrais d'abord qu'on finisse avec la dimension syndicale de cette organisation syndicale, vos activités syndicales, si je peux m'exprimer ainsi. Le rôle d'une organisation syndicale, une centrale, c'est d'abord de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Mais la COSI ne passe pas pour être le syndicat le plus virulent à l'endroit du gouvernement, en tout cas dans la défense des intérêts des travailleurs. Ça fait partie
des raisons, des arguments de vos adversaires pour vous combattre dans ces élections. Non. Comment vous réagissez quand il faut être virulent, on l'est. En 2018, il y a eu une grève ici et la COSI a estimé qu'il fallait mener le combat. On l'a mené. Et quand il faut faire preuve aussi de flexibilité. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que la COSI n'est pas une confédération qui est dans l'extrémisme. C'est en même temps aussi pas une confédération. Parce qu'il y en a qui le sont. Non, je ne veux pas, je parle de moi, je parle de ma confédération. On n'est pas dans l'extrémisme, mais aussi on ne s'aplatit pas devant un pouvoir. C'est ça. Donc, nous privilégions le dialogue, le lobbying. Nous formons de nos jeunes au dialogue. Nous sommes d'ailleurs avec un creuset, avec d'autres centrales syndicales, les 5 autres, on partage ces vues. Le dialogue, le privilégié. Le syndicalisme n'est pas forcément une opposition, un affrontement frontal, n'est-ce pas, avec le pouvoir. Si tant est qu'on peut utiliser des voies de dialogue pour gagner des choses, on le fait. C'est un peu ce qui se passe avec nous. Nous gagnons beaucoup de choses pour les travailleurs. Parce qu'on a, sans faire beaucoup de bruit, mais des choses se réalisent. Et je dois vous dire, même aujourd'hui, cette semaine, j'ai continué de faire du lobbying pour des collègues qui sont dans une situation où ils n'ont pas leur arrêté interministériel pour de mise en formation. Mais on a continué, on travaille pour que cela soit sorte. Et on a un écho favorable. Si je dois... Parce que quand j'entends dire, on dit, mais bon, ils sont avec eux là, et ils sont déjà avec le pouvoir, les autres ne sont pas avec le pouvoir, je n'ai cité personne. Non, écoutez, moi je dis, la COSI, j'assume. Si je dois, n'est-ce pas, et faire un deal avec un pouvoir pour gagner des choses pour les travailleurs, mais pourquoi pas? Si je suis dans une relation qui permette aux travailleurs de gagner des choses, si je suis dans ce deal, mais vivement, je ferai ce deal. Maintenant, je ne serai pas dans un deal qui compromette les travailleurs, les avantages des travailleurs. Si c'est ce deal, si c'est une compromission pour mettre les travailleurs en difficulté, je ne ferai pas ce deal. Donc, si je gagne des choses avec les travailleurs, pourquoi pas? Je suis dans un deal. Avec ceux, si j'ai des relations avec X, Y, qui sont à tel ministère, et que je peux utiliser ces relations, que je peux faire du lobbying pour gagner des choses pour les travailleurs, je le ferai. Et si c'est cela qui s'appelle être, n'est-ce pas, avec le pouvoir, je suis preneur. Mais je ne suis pas preneur d'une compromission avec le pouvoir, un deal qui compromette les avantages des intérêts des travailleurs. La particularité de cette élection... Parce qu'il ne s'agit pas, si vous faites du bruit, que vous ne gagnez rien. Ce n'est pas faire du bruit, insulter, crier et tout, faire le bruit, si vous ne gagnez rien en face des autres. Mais vous êtes courageux, vous êtes quelqu'un qu'il faut féliciter parce que vous bravez le pouvoir, mais en retour, est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous avez gagné pour les travailleurs? Et si moi, je suis dans un deal où je privilégie le dialogue, que je gagne des choses pour les travailleurs, mais écoutez, vivement que ce deal continue. Ce qui est particulier pour les élections professionnelles, c'est que nous allons faire le vote électronique. Est-ce que vous êtes suffisamment clair par rapport à comment est-ce qu'on va procéder pour ce vote électronique là, surtout que ça a été essayé juste pour les élections consulaires. Et sur ce point également, il y en a qui vous attaquent, qui disent pourquoi est-ce que vous avez accepté ce vote électronique là? Non, je dois vous dire que nous avons des appréhensions. Quand moi j'ai eu l'information, la réaction, aucun n'a dit applaudi, aucun. Ça, il faut être honnête. Aucune centrale n'a applaudi. Parce que c'est un saut dans l'inconnu. On n'a pas cette habitude. C'est l'habitude, ce qu'on faisait, c'est le vote manuel. Et voilà, du coup, on passe du vote manuel à un vote électronique. Il y a des raisons d'être inquiet. Vous avez pourtant été formé, on vous a montré... Il y avait l'appréhension et qui ont tenté, bon, ceux qui sont les organisateurs ont tenté, n'est-ce pas, d'apaiser en donnant des explications. On a été un peu apaisé. Bon, maintenant, il faut rester vigilant. Parce que les appréhensions des uns et des autres, même si on estime que certains font un peu trop, mais c'est des appréhensions qu'on peut comprendre. C'est au pouvoir, aux organisateurs, de continuer d'expliquer, peut-être d'utiliser vos médias, vos canaux, pour montrer que ce qu'on veut faire comme élection,
Eh bien, c'est le vote électronique. Vous avez dit suffisamment depuis longtemps de cet entretien que vous êtes partie prenante. Vous participez pleinement à l'organisation de ce processus-là. Pourquoi alors cette réticence, ces appréhensions par rapport? Non, mais on a l'inconnu, vous savez, c'est le changement, on l'appréhende. Même quand on a parlé de rupture dans ce pays, les gens ont commencé par s'inquiéter. Quand c'est des choses des choses nouvelles, on s'inquiète. Ce qui est normal, c'est la nature de l'homme qui a peur de voir quelque chose qui change, quelque chose qui est nouveau, qui arrive nouvellement, ça inquiète un peu. Donc, il faut comprendre qu'il y a cette... Maintenant, c'est n'est-ce pas, à la société ou au gouvernement qui a fait cette option de demander à ceux-là qui doivent faire le vote électronique d'apaiser davantage. On est apaisé, hein, en partie, mais de montrer qu'effectivement, parce que l'inquiétude des gens s'est dit, il peut y avoir tripatouillage, on peut donner des résultats des uns aux autres et tout. On a des moyens les médias, j'espère, hein, qu'avant qu'on aille dans le vote, qu'ils vont démontrer par A plus B que c'est les résultats qui seront sortis des urnes, seront les résultats fiable, la transparence, pas vous mettre dans la peau de Donald Trump pour contester. Mais qu'est-ce que le e-vote est censé corriger? Qu'est-ce que le e-vote est censé corriger? Le e-vote, ça doit corriger quoi normalement? Il y a des avantages. C'est que vous ne pouvez pas voter deux fois. Vous ne pouvez pas voter deux fois. Parce qu'on a vu le vote manuel aussi. Autant on trouve que ce vote a des appréhensions, mais l'autre vote aussi. Le vote manuel avait aussi des appréhensions. On a des appréhensions. Les gens peuvent voter le vote multiple. Les gens on a vu en 2006, il y a eu des choses graves qui se sont passées aussi. En 2006, on a vu des gens qui n'étaient pas sur la liste électorale qui ont voté. En masse. Je ne veux pas aller dans les détails. En masse. Or ici, si vous n'êtes pas dans le serveur, si vous n'avez pas été enregistré, vous ne pouvez pas entrer pour voter. Et vous ne pourrez pas aussi voter deux fois. Il y a des avantages. Mais il y a des inquiétudes pour ce vote électronique. De l'autre côté aussi, il y a aussi des inquiétudes. On a vu les gens qui ont voté comme ils veulent et on a tripatouillé les choses. On a vu des résultats qui n'étaient pas les réalités. La preuve, c'est que le lendemain de la grève des élections de 2006, la CSA avait demandé d'annuler, n'est-ce pas, porté plainte pour qu'il y ait annulation de ce scrutin qui avait, n'est-ce pas, qui était un scrutin avec avec des actes qui n'étaient pas du tout bien. Vous êtes les deux votes électroniques et votes aussi manuels ont leurs inconvénients, leurs avantages, mais si aujourd'hui le gouvernement fait ce choix, cette option, le comité et le ministère de la fonction publique fait ce choix, bon, c'est au ministère de tout faire pour que ceux qui continuent d'être inquiets soient apaisés. Et qu'il faut leur démontrer par A plus B que si vous êtes premier, vous serez premier. On ne changera pas. Si vous êtes deuxième, si vous êtes représentatif, on ne changera pas. C'est ça qu'il faut faire. Alors, vous êtes actuellement le secrétaire général, me semble-t-il, le plus ancien des centrales syndicales. Vous êtes aussi, je crois que vous avez appelé un guillemets président de la bourse du travail ou coordonnateur de la bourse du travail. Voilà, mais vous n'êtes pas coordonnateur d'une bourse du travail réunie, d'un monde syndical réuni. Il y a une sorte de bipolarisation. On a le sentiment que l'ensemble des centrales syndicales un petit peu liguées contre une particulièrement. Et c'est surtout contexte qu'interviennent les élections professionnelles. Peut-on espérer qu'au terme de ces élections-là, que le monde syndical soit un peu plus réuni, réconcilié? Non, en fait, est-ce que nous sommes ligués contre quelqu'un? Non. Et ce n'est pas le cas. Puisque on s'est entendu, à un moment donné, on a regardé dans le rétroviseur. La grève de 2018, ça ne s'est pas bien passé. On a fait, n'est-ce pas, le bilan. On a estimé qu'il faut une unité d'action. C'est parti de là. Et on a décidé d'écrire une charte. Une charte d'unité d'action parce que pour préciser, pour dire clairement les choses, pour qu'on sache que désormais on ne peut pas se lever pour faire n'importe quoi. Et donc, pour discipliner un peu la troupe, il y a eu la charte. La charte avec des textes, les règlements intérieurs et tout. Et donc, que nous avons, ceux qui ne sont pas là, avec les 6, la 7e centrale, a été associée. On lui a proposé cela. L'offre a été faite. Donc, il n'est pas dans une offre, dans une posture de gens qui veulent exclure une centrale des données. Et la centrale a vu la charte, a fait des observations et a dit au moins venu où on devait la signer. La CSTB a estimé que
Et elle ne peut pas signer pour certaines raisons. Elle va se garde, n'est-ce pas, elle se réserve de signer, mais elle pourra, ensemble avec nous, faire des actions communes quand elle trouve que ces actions, n'est-ce pas, vont dans le bon sens pour elle. C'est les actions pour le travail. Donc on n'est pas divisé en tant que tel. On est peut-être 6 dans un creuset, mais l'autre 6, vous savez, s'il y a des problèmes aujourd'hui pour le travail, on va être obligé d'être soudés, de nous battre ensemble. Donc il n'y a pas de division à la bourse du travail. Il y a seulement que la 7e centrale n'est pas dans le creuset des 6, mais on espère que elle va venir un jour et qu'on s'entendra pour être... Parce que les travailleurs veulent nous voir tous ensemble. Et moi, je travaille à cela. Faire de telle manière que nous soyons tous ensemble à 7. Bon, pour le moment, on est à 6. Et on discute, on échange sur certains sujets avec la CSTB. Bon, donc, c'est pas encore la division. On n'est pas des ennemis sur le terrain. Pour une centrale qui vous reproche de ne pas être assez virulent par rapport au gouvernement, comment comptez-vous l'associer à vos actions? Mais vous savez, moi, il faut respecter les uns et les autres dans leurs options, dans leurs choix. Vous savez, chacun a sa ligne. Quand vous êtes... Là, on est à 6. Mais chacun a sa ligne. Et donc, on ne peut pas demander, on ne peut pas contraindre. Si vous pensez... C'est ça la démocratie syndicale. Et aussi la démocratie en général. C'est le respect de la différence. Le droit à la différence. On n'est pas obligé de penser comme vous. Autrement dit, si vous pensez que ce que vous dites, vous, en tant que syndicaliste, c'est ce que vous dites qui est juste et que tout le monde doit faire comme vous, ça s'appelle de l'intégrisme syndical. C'est l'intégrisme syndical. On a les intégristes islamistes, mais ça serait de l'intégrisme syndical. Si vous pensez qu'on doit faire comme vous, et que c'est vous qui êtes détenteur de la vérité, c'est vous qui pensez que ce qu'il faut faire, c'est ça, et que les autres sont dans le tort, et que vous ne faites pas de concession, mais ça, moi je crois que c'est l'intégrisme syndical. Il faut faire, quand on se retrouve avec les uns et les autres, n'est-ce pas, il faut faire des concessions. Donc, moi je respecte les autres. Je ne dis pas qui est intégriste syndical, mais moi je respecte ce que chacun fait. On est à 6, mais chacun a sa façon aussi de voir certaines choses. Et peut poser des actes individuels par rapport à certaines situations. Donc, s'il y a cette autonomie organisationnelle, autonomie sur le plan syndical, je respecte pour la CSTB, pour la CSA, pour la CGTB. Je ne veux pas me mêler, porter un jugement sur ce que chacun d'eux fait, mais en même temps, je ne veux pas qu'on me juge à travers ce que je fais, parce que ce que je fais, ce que ma confédération fait, c'est notre ligne. Et je l'ai dit tout à l'heure, notre ligne, nous ne sommes pas dans l'extrémisme, mais nous ne sommes pas aussi dans l'aplatissement devant un pouvoir. Pour la prochaine élection professionnelle, il y a des centrales qui appellent un peu au boycott. Est-ce que vous êtes sûr que toutes les centrales sont en même préparation à quelques semaines de l'élection? Toutes les centrales sont dans le comité électoral, je peux vous rassurer. Et participent vraiment aux travaux ou c'est juste quelques-unes qui... Participent toutes les centrales. Si une centrale, si quelqu'un n'est pas là, on vous dira. Mais toutes les 7 centrales sont représentées dans le comité national, le comité électoral national de Seine. Donc, qui sont sur le terrain. Toutes les centrales aussi sont sur le terrain. Pour, n'est-ce pas, vous faire bouger les lignes, préparer cet événement, c'est les élections professionnelles. Donc, à ma connaissance, je ne sais pas si une centrale demande de boycotter. Je ne l'ai pas entendu. Maintenant, si une centrale le dit, ben, je crois que si c'est boycotté, elle ne devra pas être au comité électoral national. Elle devra, n'est-ce pas, assumer les conséquences de son choix. Mais je n'ai pas le sentiment qu'une centrale... Il y a des protestations contre le vote électronique et tout, et des inquiétudes qui sont exprimées, mais de là à dire que quelqu'un veut boycotter, je n'ai pas encore entendu cela. Vous avez dit tout à l'heure, chaque centrale a son identité, ses options, voilà, son opinion, mais aussi son champ d'action. Oui. Et on observe que vous, au niveau de la COSI, dans votre champ d'action, il n'y a pas que la défense des intérêts des travailleurs, il y a aussi beaucoup d'autres activités sociales, notamment à l'endroit de la jeunesse, du secteur informel, de la femme. Parlez-nous un peu pourquoi une organisation syndicale fait justement dans du social, fait dans d'autres activités entourant justement du syndicalisme stricto sensu. Il n'y a pas que la revendication, les fonctions syndicales sont au nombre de 7, donc il y a plusieurs fonctions et il faut les assumer toutes. Et moi je dois vous dire aussi que la COSI, quand j'ai pris la COSI à la tête j'ai été porté à la tête de la COSI, mon objectif c'est non seulement de donner une image de confédération qui ne soit pas une confédération qui ne s'occupe que des travailleurs
du secteur public. À côté du secteur public, des fonctionnaires, il y a aussi les autres travailleurs qui sont le grand nombre. C'est le grand nombre, mais qui sont dans de très mauvaises conditions. Il y a aussi que les réalités du terrain, il y a le chômage, par exemple des jeunes. Les jeunes sortent de l'université, ils sont au chômage. C'est le lot de tous les pays africains et même aussi dans le monde. Et donc, qu'est-ce que nous faisons, nous? Il faut poser des actes pour montrer que nous sommes une confédération de développement. Et nous avons, n'est-ce pas, avec les jeunes, quand ils sortent de l'université, ils ne sont pas bien outillés pour affronter parce que d'abord, c'est une adéquation, formation et emploi, c'est une réalité, vous le savez. Et donc, ces jeunes qui sortent de l'université, nous, à la COSI, nous travaillons avec certains d'entre eux qui sont formés pour pouvoir aller, n'est-ce pas, affronter le marché du travail. Formés à l'entretien d'embauche, par exemple, formés à la rédaction, n'est-ce pas, d'un plan, n'est-ce pas, d'affaires, formés, n'est-ce pas, on les coacher pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, être plus aptes à aller sur le marché. On a fait des formations en assistance avec les jeunes, déjà on peut décompter cela autour de 700 jeunes depuis 2016, qui viennent, on les aide, négocier faire des lobbying auprès des sociétés de la place, qui peuvent les recruter en tant que stagiaires. Et on l'a fait, avec certains ont trouvé du travail. Et puis on s'est dit, on fait tout cela, on les aide. Concurrence la NPE. On travaille avec la NPE. Nous sommes en partenariat avec la NPE. La preuve, on a mis un centre sur le lit de la COSI, parce que les autres centrales aussi, sur le lit de la COSI, on a mis un centre espace et travail, espace emploi à la Bourse de Travail. Vous pouvez venir visiter, qui aujourd'hui impacte plus de 2050 jeunes. 2050 jeunes qui sont en attente d'emploi parce que les offres d'emploi, les opportunités d'emploi, tous les jours, ils ont ça. Et certains, grâce à ce cadre-là, ils viennent là, qui sont coachés, ils sont orientés, et on les aide à pouvoir échanger, entretien d'embauche, on leur donne des informations sur les opportunités et ils sont, n'est-ce pas, très contents d'être sur ces différents forums, de venir, n'est-ce pas, au niveau de la COSI pour, n'est-ce pas, travailler et avoir les informations qu'il faut pour aller de l'avant. D'autres choses aussi, nous sommes dans la santé, sécurité au travail. J'ai dit, les travailleurs du secteur informel aussi, on les aide. Quand on prend les transporteurs, vous avez sur les gares, mais ils ne sont pas, parfois les gares qu'on a, c'est des gares de fortune. On n'a pas des toilettes, on n'a pas des hangars. Quand il pleut, ils doivent se cacher quelque part, ils doivent aller à la selle, ils doivent chercher peut-être à aller dans la nature ou bien aller dans une maison. On a sur certaines gares, Godomain, Ouida, Serete, Natitengu, et choses de Boycon, on a fait construire des latrines. On a fait construire des hangars pour qu'ils se sentent bien au travail. C'est la santé, sécurité au travail. On a aussi les femmes, plus de 400 femmes ont été aussi impactées. Les femmes qui ramassent, les ramasseuses de karité, les hommes aussi qui sont des paysans en anacarde. On a ceux qui font le cajou, n'est-ce pas, qui sont des travailleurs, ils sont malades, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas une assurance maladie. Et nous avons inscrit un certain nombre, à la Caisse mutuelle de prévoyance sociale. Nous sommes en partenariat avec la Caisse mutuelle de prévoyance sociale. Ça fait près de 4-5 ans. On a déjà fait plus de 5000 inscriptions là-bas. Et pour qu'ils puissent au moins avoir cette assurance maladie, quand ils sont malades, qu'ils puissent aller qui prend en charge. Si nous prenons en charge, nous les inscrivons, nous payons les premiers mois et nous les incitons, n'est-ce pas, à payer la suite pour pouvoir, n'est-ce pas, être soigné à 110%. Les charges sont prises en compte par l'assurance maladie. Nous avons aussi, avec les femmes, les couturiers, vous savez, ils n'ont pas un accès facile au crédit, à l'épargne, au crédit. Donc, nous avons nous ne sommes pas habilités à faire des prêts, mais nous avons mis quelques millions. C'est quoi 7 millions? On a mis cela au niveau du crédit de micro-assurance, micro-assurance crédit. Je crois que c'est cette assurance que j'ai, je crois que c'est à l'idée, voilà, le micro-crédit, à l'idée. Depuis 2016, nous avons mis de l'argent
un portefeuille financier pour dire, ben voilà, on a ça. On a vu que les gens ne font pas les prêts facilement ces femmes, ces couturiers, couturières, coiffeuses et les femmes du marché. On a mis un peu d'argent là pour qu'ils puissent aller passer de l'argent et pouvoir avoir la possibilité d'avoir des petits moyens pour leurs activités. Et ça se fait. Ça se fait depuis 4-5 ans. Et l'argent est intact. Ces gens remboursent. Et en même temps, on a dit, pour les contraindre, parce qu'ils travaillent, mais ils ne sont pas assurés. Alors, pour les contraindre, c'est qu'il faut que, comme on les a inscrits pour la mutuelle, la caisse mutuelle de prévoyance sociale, il faut déjà les contraindre à payer leur mutuelle, ce qu'ils doivent payer mensuellement, jusqu'à faire 800 francs par mois. C'est la conditionnalité pour avoir ce prêt. Et ils ont ce prêt. Leur petit commerce avance, leurs petites affaires avancent, mais en même temps, ils sont aussi assurés. Donc, on fait autant de choses que les jardiniers et autres, tout ça, qui ont la visibilité des gants, dans quel but faites-vous tout ça? Est-ce qu'il y a un retour, puisqu'on sait que le secteur informel n'est pas concerné par les élections professionnelles, est-ce que vous attendez un retour qu'ils ne votent pas, ils ne sont pas qualifiés pour voter? Pourquoi faites-vous toutes ces activités? Parce que ce sont des travailleurs. Et c'est des travailleurs qui ne sont pas dans les bonnes conditions, qui ne sont pas en sécurité au travail, qui n'ont pas une assurance maladie, des travailleurs qui n'ont pas la possibilité d'accéder au microcrédit, des travailleurs qui sont dans une situation où vraiment ils ont du mal à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, de vivre mieux. Donc, à ces travailleurs-là, on a les paysans, on les a mis, n'est-ce pas, en coopérative. Les paysans de cajou, les ramasseurs de karité, ils ne peuvent pas se mettre en coopérative. Nous avons œuvré à financer ces coopératives, nous les avons aidés à se mettre en coopérative. Et aujourd'hui, ils sont ensemble, ils travaillent. Et nous apportons les petits soutiens qu'il faut pour qu'ils puissent mieux travailler, se sentir à l'aise. C'est pas seulement, on fait aussi du côté des fonctionnaires, des agents de l'État. On fait un travail aussi à ce niveau, mais c'est pour les aider, les problèmes de carrière. Nous sommes aussi là-dessus. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des travailleurs qui attendent un arrêté interministériel. Il y a des gens qui attendent des formations. Ils savent que nous travaillons pour eux. Sans faire le bruit, nous obtenons des choses au niveau de la fonction publique pour les travailleurs. Par le biais du lobbying, du dialogue. Nous avons des choses qui sont réalisées pour eux. Donc, c'est pas que, parce que j'ai le sentiment, les gens disent, le syndicat, est-ce que ça existe encore? Le syndicat, non. Il y a des choses qui sont faites. Et des choses sont faites. Et nous sommes là, nous sommes bientôt en campagne. Nous allons voir, nous allons dire aux travailleurs ce que nous faisons. Et certains le savent déjà, on n'a pas besoin de leur dire, on ne va pas insulter quelqu'un, la COSI a dit, elle ne sera pas dans l'injure contre quelqu'un, elle ne sera pas dans confrontation. Ça doit être une campagne de gens, des gentlemen, des gens qui, n'est-ce pas, chacun, ça doit être une fête, où chacun va faire sa campagne et trouver les moyens de convaincre et ces militants. Encore que ici, c'est pas un vote politique, c'est pas une élection politique où on doit distribuer de l'argent par ici, par là. C'est une élection où vos militants, chacun connaît ses militants. Les syndicats de base appartiennent à Y et central. Moi, je me travaille pour que ceux qui sont affiliés à la COSI aillent effectivement ce jour-là voter et qu'ils sachent qu'ils doivent voter pour que leur confédération devienne une confédération représentative. Ce n'est pas encore l'heure des consignes de vote. Pendant la campagne, vous aurez peut-être l'occasion de le faire. Oui. Le temps de changer de sujet pour faire pour le point des négociations centrales au gouvernement. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il faut dire que le Covid, cette période depuis mars, a créé une situation qui a fait que le dialogue a eu un peu de plomb dans l'aile. On n'a pas eu les séances qu'il fallait avoir dans la commission permanente des négociations au gouvernement central. On n'a pas eu toutes les séances parce que chacun, n'est-ce pas, s'est recroquevillé sur lui. Chacun protégeait sa tête et ne voulait pas contracter ce virus qui a une viralité dévastatrice. Donc chacun avait peur. Mais il y a eu quelques rencontres à la veille de la rentrée. Vous avez vu qu'on a échangé sur les problèmes de la rentrée, les problèmes aussi du secteur de la santé. On a, dans le cadre
le dialogue social, dans la grande commission de négociation. Nous avons échangé, je crois, 3-4 jours durant pour aborder les sujets qui préoccupent les travailleurs entre nous, dans la paix aussi, dans la compréhension. Des choses ont été obtenues. Il y a eu peut-être un moment où il y a eu des problèmes avec ces 30 heures qu'on a décidé de donner aux aspirants. Et ça a failli, n'est-ce pas, entraîner un peu, ça a failli être la goutte d'eau qui a failli faire déborder le vase. Parce que là, on a dit, si c'est comme ça, il y aura problème. Mais le chef d'État nous a reçus. Par rapport à ça, on a échangé. Et puis, à part ce cadre de dialogue, les 6 ensemble, les 6 confédérations qui sont ensemble dans le creuset, on a des démarches parallèles envers les ministres pour les problèmes des travailleurs. Si on parle aujourd'hui de 15 milliards, mais c'est les 6 confédérations centrales syndicales qui ont écrit. Donc je suis le porte-parole. On a écrit pour rencontrer le ministre des Finances. Parce qu'on a constaté que il y a des arriérés de salaire, les retraités attendent aussi les rappels, et tout ça, tout est bloqué, les actes ne sortent pas. Donc, alors on va vers un nouveau budget. Il faut qu'on aille voir le ministre pour lui demander qu'est-ce qui est prévu et insister pour qu'on pense aux travailleurs. Donc, les 6 ont eu cette audience avec le ministre Wadani, où on a exprimé nos inquiétudes, nos préoccupations, les rappels, l'augmentation de l'indice salarial, et toutes ces choses, on en a parlé. Et puis le ministre a dit, je me rends compte, je vais rendre compte au chef de l'État et je vous reviendrai. Et puis c'est dans la foulée que nous avons été appelés. Et donc nous avons, avec le dialogue, avec les négociations, avec le lobbying, nous nous sommes retrouvés au palais où on nous a dit, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas augmenter le SMIC, mais en revanche, vous avez parlé des rappels, nous allons donner ceux 15 milliards qui sont des rappels liés aux actes de carrière avant 2016. Donc ça, c'est aussi le lobbying. On ne peut pas dire que les syndicats ne font rien. Les syndicats utilisent les moyens qu'ils ont pour pouvoir faire des choses. Et ça, c'est un fruit du dialogue avec le pouvoir. Donc il y a des choses qui se passent bien, il y a aussi des problèmes, des choses qui ne vont pas. On continue d'insister. On veut bien que le pouvoir fasse un effort, ne serait-ce qu'un franc symbolique, ça aussi je le répète tout le temps, que le pouvoir, qu'on augmente l'indice salarial et qu'on va regarder aussi un peu le SMIC, même si c'est ne serait-ce que le relever un peu pour les travailleurs du secteur privé, et qu'il y ait la hiérarchisation des salaires pour que les gens qui ont vu le SMIC passer à 31 600 et quelques à 40 000, ils puissent voir aussi leur salaire aussi être augmenté proportionnellement. Ces choses qu'on continue de réclamer inlassablement. On fait tout cela, mais les gens ont le sentiment que les syndicats ne se battent pas pour nous. Parce qu'il y avait une certaine logique avant, c'est la confrontation. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ce gouvernement-là, les négociations sont au beau fixe? Il faut dire que avec ce gouvernement, quelque part, les négociations, à certains moments, les choses se passent bien, mais à des moments, ça ne marche pas. Ça ne donne pas les résultats qu'on veut. C'est un peu comme tous les gouvernements. Ils font des efforts à un moment donné, mais après, ils ne veulent pas avancer parce que, on calcule. C'est l'éternel problème des recettes fiscales et de masse salariale. Il ne faut pas percer le plafond. Donc ça fait que ce qu'on aurait souhaité avoir, on ne les a pas tous. Ce n'est pas que ce gouvernement, c'est tous les gouvernements. Parlant des efforts, il y a cette décision que le gouvernement a prise récemment concernant les retraites. Oui. C'est une réforme que le chef de l'État, lui-même, j'utilise ces mots, a qualifié d'extraordinaire. C'est exact, vous trouvez ça vraiment extraordinaire, cette réforme des retraites? Oui, je l'ai dit quand j'ai rapidement touché la pension. Oui, je l'ai dit quand j'ai eu l'information. Je crois que si cela venait à se concrétiser, on parle déjà des carnets qui seraient disponibles déjà. Si cela se concrétise, je crois que c'est une très bonne chose. Très bonne chose parce que, vous savez, les travailleurs béninois n'ont pas peur d'aller à la retraite. La hantise de la retraite est liée au fait que quand vous allez à la retraite, vous allez faire 1 an, voire 1 an et demi, en train d'attendre un hypothétique carnet de pension. Et pendant ce temps, vous vivez comment?
c'est difficile de voir et on vit très mal pour quelqu'un qui a déjà, n'est-ce pas, rendu service, les bons et loyaux services à l'État, l'État qui lui a envoyé une correspondance pour le féliciter pour le travail qu'il a fait pour le pays. Il se retrouve dans une situation d'attente, de misère, de chemin. C'est un véritable chemin de croix pour avoir son carnet de pension. Si on nous enlève ce chemin de croix, moi je dois féliciter le gouvernement. Si on permet aux travailleurs, dès qu'il finit, le mois qui suit, il a son carnet de pension. Mais moi, s'il faut aller à la retraite demain, je suis prêt. C'est une façon de parler. C'est qu'on n'a plus peur d'aller à la retraite. Mais quand ce n'est pas le cas, on se dit, oh, je vais me retrouver à la retraite, ça va se passer? Je vais attendre parce qu'on a vu d'autres même mourir dans l'espérance de cet hypothétique, de ce carnet de retraite. Donc, si c'est bien, il faut apprécier. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Moi, je n'ai pas la langue dans ma poche. Hein. Si un acte a été posé par le gouvernement, on apprécie, c'est bien fait. Félicitations au gouvernement pour avoir posé cet acte. Et si on attend que cela soit concrétisé, si c'est le cas, mais on va dire bravo. C'est bravo. Maintenant, si les choses ne sont pas bien faites, c'est pour ça que j'ai dit, nous, on n'est pas s'il y a des choses qui sont bien, on nous regarde, mais s'il y a des choses qui ne sont pas bien, on va dénoncer, critiquer. Le chef de l'État, puisqu'on parle de gouvernement, oui, il est pendant ce temps en tournée nationale de reddition de comptes. Vous le suivez, j'imagine? Je le suis. Comment appréciez-vous cette tournée du chef de l'État? Il faut dire que, bon, il vaut mieux tard que jamais. C'est ce que moi je dis. Longtemps, il est resté loin, n'est-ce pas, des populations. À part sa sortie au début où il était à Parakou. Et après, bon, plus rien, pratiquement. Justement, c'est ça, et il le fait maintenant. Ce qui fait dire à ses contempteurs, à ses adversaires politiques, que c'est une campagne électorale précoce. Vous êtes-vous de cet avis? Mais on ne peut pas empêcher les gens d'en interpréter comme ça. On ne peut pas empêcher d'interpréter comme ça. Ce qui est bon, moi je dis que enfin il est sorti, il fait un bilan, une reddition de compte, le bilan de ces 5 années presque, de mandat de 5 ans, pour dire voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce que je vais faire. S'il venait encore, pour l'instant il n'a pas dit qu'il va être candidat, même si, bon, tout porte à croire que ça va être cela. Et donc, ce qui laisse penser, qui fait penser que c'est une tournée pour, n'est-ce pas, préparer la campagne. Mais il vaut mieux tard que jamais qu'il aille vers la population, qu'il aille dire aux populations ce qu'il a fait, qu'il prenne langue avec les populations. Il a entendu des choses jusque-là, et donc il va en tenir compte pour la suite. Et moi, je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Il est allé vers son peuple. Et on ne peut pas l'en empêcher. Il a le droit, en tant que chef d'État, de se détourner, même si, bon, on peut faire... Ça peut être une porte ouverte à toutes les interprétations, mais vivement, c'est normal. Quand on est au-dessus, quand on est le chef, il faut s'attendre à toutes les critiques, toutes les interprétations, et il doit pouvoir être... n'est-ce pas, avoir une carapace pour accepter ces critiques. On peut interpréter comme ça pour dire, mais bon, c'est parce qu'il y a les élections qui vont venir, mais en même temps, moi je dis, on peut aussi trouver que il vaut mieux tard que jamais. Il a compris qu'il faut aller vers la population pour expliquer les choses. Et donc, moi, le chef de l'État s'est sorti pour nous expliquer le concept de serrage de ceinture, serrer les ceintures. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant qu'il a donné du contenu à serrer les ceintures? J'ai écouté, c'est l'explication qu'il a donnée. C'est là les ceintures, c'est-à-dire il faut fermer les vannes et se contenter des vannes, de se contenter de son salaire et vivre selon ses moyens. Bon, on n'avait pas cette lecture, parce que la lecture que nous on avait, c'est-à-dire qu'il faut accepter de faire des sacrifices pour son pays un temps, pour qu'il puisse pouvoir poser des actes, développer le pays, qu'il faut faire ces sacrifices, par exemple, payer les impôts, n'est-ce pas, ne pas demander une augmentation de salaire, supporter que, bon,
C'est ça un peu pour moi. C'est comme ça que je comprends. C'est faire ses sacrifices, mais maintenant, c'est la lecture qu'il fait de son serrage de ceinture. Bon, je crois que là, parce que nous on lui disait, il faut desserrer maintenant la ceinture. Parce qu'on vit difficilement, tout rien ne va dans le pays, les populations se plaignent, et on a fait trop de sacrifices, et il faut desserrer un peu. Bon, maintenant, ça veut dire que la ceinture, telle que je comprends, elle ne va pas desserrer. Il faut rester toujours avec ce qu'on a comme moyen. Est-ce que dans le fait, ça ne traduit pas la réalité aussi de ce qu'on a vécu depuis 2016 à ce jour, quand il explique le serrage de ceinture tel qu'il le disait à Parakou? Bon. Lutte contre la corruption, oui, je crois possibilité de voler désormais. Oui, je crois que là-dessus, il faut dire qu'il y a moins de détournement. La gestion, les Béninois se disent, ceux qui sont aux affaires se disent, attention, il y a cette histoire de criette, il faut faire attention, ce que vous avez à gérer, il faut le gérer sainement, il faut faire un effort pour ne pas vous retrouver en difficulté. Si ça, quelque part, je crois que ça a passé. Ce message est passé et on constate de moins en moins que les Béninois font de plus en plus plutôt que les Béninois font attention au bien public. Bon, maintenant, est-ce que c'est ça qui fait qu'on a serré la ceinture? Moi, je n'ai pas sa lecture. Je pense que serrer la ceinture, c'est qu'on fait trop d'impôts, beaucoup d'impôts, et on attend nos salaires, la vie coûte cher, et que les salaires des travailleurs n'avancent pas, ils sont toujours là, pendant que le coût de vie est là. Donc, pour moi, on me demande de serrer le salaire encore parce que nous avons souhaité qu'il augmente l'indice salarial, pour qu'on puisse avoir le panier de la ménagère qui s'améliore. Bon, on continue de serrer cette ceinture-là. Le budget 2021 est déjà en étude à l'Assemblée nationale. Vous avez déjà été invité par les députés. Vous avez pris connaissance du contenu de cette loi des finances. Qu'est-ce qui est réservé? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Ce que j'apprécie, ce qui a dit le financier, l'agentier béninois, monsieur le ministre Ouaddaï, au cours d'une rencontre, de son passage au Conseil économique et social, où on a vu, la démonstration a été faite que on passera, je crois, le budget social, la part sociale va passer de 20% à 43%, le budget, 43% du budget, seront, n'est-ce pas, du côté pour le social. C'est ce qu'il a dit et qu'il a démontré, qu'il y a un effort qui est fait. Ça fait pratiquement du simple au double. Quand j'ai entendu cela, j'ai dit, c'est bon, ça veut dire que l'année qui arrive va être placée sous le signe du social et qu'on aura beaucoup plus d'action sociale. Moi, c'est ce qui m'a intéressé. On est allé à l'Assemblée, on n'a malheureusement pas pu rencontrer les députés ce jour-là. Vous êtes fâché? Oui, nous sommes partis parce qu'ils nous ont donné 1 heure. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous ne vous êtes pas entendu avec les députés? Non, ils ont convoqué pour 1 heure précise. Nous sommes à l'heure. Nous avons attendu près d'1 heure. On ne les voit pas venir. On a estimé qu'il y avait d'autres chats à fouetter. Et surtout que, vous savez, tout le monde c'est le branle-bas, il y a les élections. Vous êtes en pleine campagne. Et donc, non seulement ce n'était pas ça, mais on a estimé qu'il n'y avait pas... Il y a quelque part un manque de respect pour nous. Et on nous a invités pour ce moment. Mais ils se sont excusés. Après, on a eu le député Okunlola qui nous a appelés après pour nous présenter toutes les excuses, expliquer pourquoi c'est comme ça. Parce que on vend là-bas tous les ans, mais on n'a jamais vu ça. Ça a été une situation exceptionnelle qui a été justifiée. Ils ont présenté leurs excuses. Mais nous, on a laissé entre-temps, n'est-ce pas, le document que nous avions préparé pour les propositions qu'on leur a faites pour ce budget. Et donc, c'était un incident court après les excuses. Il nous reste quelques 2 minutes, on va aller à l'université, des étudiants qui étaient en grève. Est-ce que vous comprenez un peu ces revendications du monde des étudiantins? Mais c'est normal, moi j'ai été étudiant, on était plus bouillant. C'est normal, c'est là qu'on apprend, à pouvoir, n'est-ce pas, entrer dans la vie, à pouvoir revendiquer, à devenir, on forme sa personnalité. Donc, moi, ces cessations d'activités pédagogiques ou universitaires, c'est ce que vous appelez grève. Ils sont mécontents d'une certaine situation. On parle de la gouvernance. On nomme
n'est-ce pas, les doyens, les recteurs, il faut cesser avec cela, il faut que la démocratie s'installe. J'ai lu un peu leur revendication, ils parlent de les restaurants qui est ouvert tardivement, ils parlent aussi de... le semestre, voilà. les bourses et tout ça qui tarde à être payé, et tout ça. Donc, ils sont dans leur rôle. Hein. Moi, vivement qu'on les écoute. Ils sont dans leur droit de pouvoir revendiquer quand ils sentent qu'il y a un malaise qu'ils ressentent, ils doivent l'exprimer. Moi, je crois que ce n'est pas un problème. Nous sommes passés par là, nous on a fait même pire. Hein. On s'est battu. Plus ils sont moins violents, mais moins virulents, ce que je veux dire pas violents, moins virulents que nous quand nous étions passés là. On a eu des batailles terribles. Hein, bataille de 15 nous dont je me rappelle. Hein, cette bataille homérique, c'était une bataille homérique. Et donc, s'ils apprennent à devenir de grandes personnes, de se faire une personnalité, il faut les laisser. S'il y a des problèmes, je demande à la ministre, parce que je sais qu'elle a les qualités pour dialoguer, échanger avec eux, trouver les solutions. C'est quelqu'un qui a tout le calme, toute la tempérance qu'il faut. Je sais qu'elle va trouver rapidement les solutions pour que, bon, on a dit 48 heures qui peut être renouvelé. Je pense qu'avec cette dame qui a le doigté qu'il faut, et toute l'intelligence qu'il faut pour que ce mouvement ne continue pas. C'est un mouvement d'excès, un mouvement d'humeur. Ils ne sont pas contents, il faut trouver satisfaction à leurs problèmes pour que l'activité pédagogique, l'activité universitaire plutôt, les activités académiques, n'est-ce pas, se poursuivent actuellement. Monsieur Daré, nous sommes au thème de cet entretien. Votre conclusion? Oui, je dois dire, puisqu'on est dans la logique des élections professionnelles, demander à tous nos militants de toutes les centrales d'aller se faire inscrire. Tous les travailleurs de se faire inscrire sur les listes, de veiller aussi pour que les listes soient des listes clean qu'on envoie et que nous puissions, le jour du vote, que tout le monde aille voter, exprimer son choix pour X, Y ou Z centrale, pour que, enfin, nous ayons des centrales représentatives désignées, mais dans un acte, et que le gouvernement fasse l'effort aussi d'apaiser davantage ceux qui sont dans une inquiétude, qui pensent que il y a déjà des gens qui sont prévus pour être vainqueurs et que d'autres sont prévus pour être perdants. Il faut rassurer ces gens avec des explications, avec la pédagogie. Il faut le faire pour que les choses se passent bien et que nous ayons des élections transparentes, sincères et avec des résultats fiables. La cause est-elle prête? Je suis prêt depuis. Je suis prêt depuis. La COSI est prêt depuis. Merci. Merci. Noël Chedaré, excusez, secrétaire général de la COSI. Merci d'être passé sur ce plateau. On a compris avec vous que la COSI est prête pour affronter ces élections professionnelles qui vont se dérouler, si tout va bien, courant le mois de décembre. Merci. On vous souhaite une bonne suite de journée dominicale. Merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. Vous suivrez dans une heure Wahab Alipara dans votre magazine d'actualité, le grand format. Merci, Emmanuel Niambos, m'accompagner. Portez-vous bien. Au revoir.